J'ai vu qu'Éric Poinceau voulait, salut Éric, réagir sur les dispositifs VRL. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Oui, Parfait. D'accord. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Merci Bruno pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Alors, ce que tu as dit sur VRL, je pense que je vais essayer de donner quelques informations qui, à mon avis, vont nourrir ta démonstration. Je vais essayer de pas être trop long, hein. Le premier truc que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, hein, factuellement, le programme national VRL est défini en 2015 à la suite des attentats. Donc, le lien entre laïcité et radicalisation, il est indéniable, hein. Pour autant, en fait, dans le kit et le contenu de la formation VRL, de 2015 à 2018, il n'y a aucune référence à la radicalisation, hein. Donc, il y a évidemment un lien entre les deux. Pour autant, il y a vraiment un effort pour séparer la problématique laïcité de la problématique radicalisation. Je pense que c'était lié au fait que des acteurs institutionnels comme l'Observatoire de la laïcité et le CGET à l'époque n'avaient pas du tout envie qu'on confonde les deux thématiques, alors que pour d'autres acteurs institutionnels, le point de vue était différent. L'autre élément qu'on peut citer, c'est qu'il y a eu une évaluation nationale du dispositif par le sociologue Bruno Epstein, non, pardon, Renaud Epstein, Oui. qui a montré notamment, alors, l'argument officiel du programme, c'était les professionnels sont de plus en plus confrontés à des situations problématiques, hein. Et Renaud Epstein a montré que, en fait, non, dans la réalité, les professionnels ne sont pas de plus en plus confrontés à des situations problématiques. Il n'y a pas de plus en plus de situations qui mettent en cause la laïcité. Par contre, il y a des professionnels qui expriment une incapacité à se situer correctement vis-à-vis de la thématique, ce qui n'est pas la même chose, hein. Voilà. Alors, comme tu le disais, en 2018, effectivement, il y a une décision d'inclure un volet radicalisation dans la formation VRL. Il y avait vraiment de très fortes réticences d'un nombre significatif de formateurs. J'ai pas mesuré, hein, je dirais pas que c'était la majorité, mais on était très nombreux à dire que c'était une mauvaise idée de mélanger les deux. Et je pense que de toute façon, la plupart des professionnels qui intervenaient ne se concevaient pas eux-mêmes comme participant à la prévention de la radicalisation. Voilà. Ils participaient à un processus, à un dispositif de formation sur la laïcité. C'est tout. Mais ce qu'on peut rappeler aussi, je terminerai là-dessus, hein, pour ne pas être trop long, c'est qu'en 2018, quand on décide d'inclure de la radicalisation dans VRL, c'est aussi parce que pour des raisons institutionnelles, il y a un effet d'opportunité qu'il faudrait vraiment interroger parce que les conséquences après sont pas minces. Le CIPDR voulait développer une formation de formateurs sur la radicalisation. Et comme ils ne l'ont pas fait pour diverses raisons, parce que c'était compliqué, ça coûtait de l'argent, etc., ils ont décidé de se rattacher à un dispositif qui existait déjà et qui fonctionnait bien, au risque de le subvertir. J'utilise le terme subvertir, il est fort, mais je pense que ça traduit le sentiment de beaucoup de professionnels qui n'avaient pas du tout envie qu'on confonde laïcité et radicalisation. Voilà, je ne serai pas plus long. Ouais, merci Eric. Effectivement, on va dire que dès le départ, il y a cette ambiguïté hein, dans le plan national valeurs de la République et laïcité, puisque ça naît de cet objectif de prévenir la radicalisation. Mais évidemment, les personnes ensuite qui la mettent en œuvre ont bien conscience que mettre en lien les deux est délicat. Et en 2018, voilà, on a ce retour de bâton. Effectivement, merci pour ce rappel. Je voulais peut-être juste revenir sur les deux questions qui sont hyper importantes de Guillaume Corduan. Comment conserver le dialogue avec les dealers de polarisation? Moi, j'ai fait des expériences plutôt malheureuses là-dessus, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Voilà, pour en parler très rapidement, une des expériences, c'était dans un module que je faisais en lycée autour des théories du complot. Et je suis tombé sur deux complotistes géniaux, extraordinaires, d'une intelligence redoutable. Et je me suis retrouvé en amenant mes faits, en amenant, etc., au final, à renforcer la polarisation dans la classe,
sachant que l'objectif pédagogique de mon intervention était exactement inverse. Ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai plus jamais refait, mais c'est extrêmement compliqué quand dans une classe on a des agents de polarisation ou de radicalisation dans certains cas. Comment faire? C'est quelque chose que Bruno Seudran, que certains d'entre vous ont rencontré dans diverses conférences, qui s'occupe de ces questions-là à l'Éducation nationale belge, explique très bien. Il explique que lui, il dit à ses équipes, si vous avez une situation délicate comme ça, ne faites jamais de débat en classe. Vous allez en fait contribuer à polariser encore plus la classe. Et il a de nombreux exemples dans sa pratique d'instituteurs, de professeurs qui pensent bien faire et qui vont au final renforcer le clivage qui existe dans la classe. J'ai pu le voir moi-même dans des classes où des enfants avaient été signalés pour radicalisation. Et la classe était complètement clivée en deux, entre ceux qui défendaient la personne signalée pour radicalisation, qui expliquaient que c'était n'importe quoi, et l'autre classe qui disait « mais oui, effectivement, c'est quelqu'un de dangereux, c'est une djihadiste, etc. » Et le dialogue était impossible. Pour moi, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre le groupe classe en entier, ça ne sert à rien. Il faut faire intervenir des personnes compétentes. Pas forcément le professeur lui-même. Et je vous invite évidemment à contacter dans ce type de cas le réseau Virage, une rencontre avec l'un ou l'autre des professionnels qui intervient avec l'un ou l'autre de ces agents de polarisation me semble peut-être plus représenter une solution plus efficace que de discuter de ces questions-là en grand groupe classe. Donc, quelques réflexions qui n'amènent pas grand-chose, j'en ai conscience, sur la première question de Guillaume. La seconde, sur les valeurs. Pour ceux qui ne se rappelaient pas, Scott Atran disait « Le problème, c'est que les djihadistes, ils ont des valeurs et que nous, occidentaux, on est plus prêts à mourir pour nos valeurs. » Je le fais de manière un peu caricaturale, mais c'était un peu ça qu'il racontait. Et comment redonner envie, je le dis de manière un peu caricaturale, mais comment redonner envie de mourir pour nos valeurs. C'était un peu ce point-là sur lequel Scott Atran nous avait interpellés dans la salle, et c'est vrai que ça avait fait beaucoup discuter et ça avait beaucoup intéressé. Alors, sans aller jusqu'à la mort, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup à part Guillaume Corduan, prêt à mourir pour la laïcité. Mais en tout cas, comment faire en sorte qu'on ait envie de vivre, en tout cas, pour la liberté, l'égalité, la fraternité ou la laïcité. Pour moi, il faut qu'elle puisse se vivre dans la société. C'est quelque chose qu'on partage, par exemple, avec l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, avec qui on a monté pas mal de ces formations, qui est de dire tant que les gamins auxquels on s'adresse et à qui on vend la laïcité, à qui on vend la liberté, l'égalité, etc., seront discriminés, etc., auront le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, ça ne marchera pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et malheureusement, là, j'arrive, moi, à mes limites de pédagogue et d'éducateur. Je sais pas quoi faire. Mais là, on est au cœur, et on le voit avec les mouvements autour de Black Lives Matter. On le voit dans mille et un exemples que c'est certainement le point crucial de ces 50 prochaines années en matière de justice sociale. Bon, deux petites réflexions sur ce que tu disais, Guillaume. Il y avait une autre question de Geoffroy Klimpel qui me semblait aller avec ce que tu évoquais juste avant, sur la façon dont on peut incarner une neutralité et notamment l'option silence, que personnellement je ne parviens pas à mettre en œuvre, même dans
dans des moments de débat privés, hein, parce que ces questions de polarisation autour de ces sujets-là, on peut tous les vivre à plein d'occasions différentes. Et c'est vrai qu'entre le risque d'alimenter quelque chose qui se polarise et le silence, quoi faire? Je suis sûr qu'il y a plein de gens autour de la table là, qui auraient des meilleures réponses que les miennes. Moi, je pense que la neutralité, l'idée de l'État neutre, n'est pas une neutralité d'indifférence. Hein. C'est au niveau c'est ce niveau-là que ça se joue. J'intervenais dans un centre socioculturel municipal récemment où les animateurs étaient très emmerdés parce qu'ils me disaient mais moi les jeunes ils me demandent voilà j'ai une tête de musulman, ils me demandent est-ce que tu es musulman, etc. Voilà, et en tant que fonctionnaire de la République je devrais pas leur dire ce que c'est ma religion. Mais je sens que si j'engage pas au moins un début de réponse à cette question-là, je perds le contact. Le gamin la relation ne va pas pouvoir s'établir parce que c'est important pour lui. Et accompagner des équipes là-dedans, là en l'occurrence des fonctionnaires, mais de plus en plus dans le secteur social et médico-social associatif, on a des règles de neutralité qui s'appliquent. Alors même que pour le coup, il n'y a rien de juridiquement nécessaire. Hein. Les mêmes règles. Donc, cette question, elle est globale. Moi, ce que je leur réponds, c'est que c'est quoi votre métier? Votre métier, c'est d'accompagner un public vulnérable, de rentrer en relation avec lui. Si pour rentrer en relation, il faut lui expliquer que, par exemple, ben oui, voilà, je suis de famille musulmane, mais je ne pense pas que ce soit très important pour notre relation. Je comprends que ce soit important pour toi. Est-ce que tu veux m'en parler? Mais couper tout de suite en disant non, ce n'est pas une question que je peux parler avec toi, c'est à l'heure actuelle, en 2020, pour moi, ce n'est plus pensable comme ça. Il faut aller plus loin. La neutralité, ça peut plus être la neutralité d'indifférence qu'on avait dans la génération précédente. Bon, je réponds qu'à moitié. Hein. Mais je suis sûr que vous avez plein d'anecdotes là-dessus, les uns et les autres. Hein. Merci Bruno. En fait, je pense que je réagissais à ce qui se disait un peu dans le chat. La question de la neutralité, peut-être qui se base sur une certaine théorie en psychologie, surtout psychanalytique, et qui a été interprétée de différentes manières. Et je trouve ça super important ce que tu dis, effectivement, à un moment donné, si je n'entre pas en contact, alors là, il y a une neutralité, bien sûr, c'est-à-dire ne pas influencer dans un sens ou dans un autre la personne. Mais si je n'entre pas en contact avec la personne que je rencontre, d'ailleurs, est-ce que je la rencontre du coup, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est la même chose que du silence, enfin, pour moi. J'exagère un petit peu. Je m'arrête là. Merci. En tout cas, c'est des postures moi, que j'ai énormément rencontrées sur le terrain. Hein. Vraiment des personnes pour qui c'était quelque chose d'essentiel dans leur relation à l'autre, de ne pas aborder ces questions-là. C'est-à-dire que ça faisait partie de leur exis professionnel, de leur ethos professionnel, de ne pas aborder ces questions-là, parce que souvent fonctionnaires, mais même dans le secteur associatif aussi, j'ai beaucoup rencontré ce type de posture-là. Voilà. Oui, je peux intervenir là? Bonjour Pierre. Excusez-moi, je suis arrivé en retard. Mais bon, moi j'ai eu comme expérience de prof d'histoire géo en lycée avec des élèves qui posaient des questions. Les choses étaient peut-être un peu moins aiguës qu'elles le sont ces 5 dernières années. Mais ma posture était toujours de dire j'ai
que j'ai des convictions, que je me reconnaisse dans une communauté, c'est ma vie privée. Là, je vous parle, disons, je n'excluais pas d'affirmer que j'étais membre éventuellement d'une communauté, bon, en l'occurrence de culture protestante, mais je disais, je vous parle de là, dans un cadre où on écoute tout le monde et on ne prend pas position au nom de cette communauté. Il me semble que c'est plus important de dire qu'on est là plutôt que de dire simplement neutre et je n'aborde pas la question. Je me suis aperçu à plusieurs reprises, et j'ai fait aussi une formation, je me souviens d'adultes relais, où j'avais parlé de la culture et de l'interculturel. Et je me suis aperçu que quand dans le brainstorming on parlait de la culture, il s'interdisait de parler de la religion comme étant une composante de la culture. Et à partir du moment où je leur ai dit qu'on pouvait en parler, eh bien, il y a plein de choses. Alors, ce n'étaient pas des jeunes radicalisés, mais c'était des adultes relais en formation. Eh bien, ils ont dit énormément plein de choses et ils ont libéré leurs paroles et on a pu aborder des questions tout à fait intéressantes. Je crois qu'il ne faut pas se présenter comme neutre, c'est-à-dire n'ayant rien à dire parce que je m'interdis au nom d'une laïcité ou d'une neutralité de parler. Je pense que la question religieuse, à condition de la maîtriser un peu, elle peut être abordée avec une certaine distance. Voilà, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Et on peut peut-être l'aborder. Voilà, je fais part là de mon expérience, encore une fois comme prof, mais aussi pour une ou deux expériences de formateur d'adultes relais. Et je crois qu'il ne faut pas s'obliger à une neutralité qui ne mène à rien parce qu'on empêche de parler. Merci Pierre. Il faut que les gens puissent dire des choses. Alors effectivement, il faut avoir un peu de bouteille pour pouvoir éventuellement aussi argumenter. Voilà. Mais ouais, merci pour ce retour d'expérience. Il y a Éric Poinceau là qui disait quelque chose d'intéressant, c'est que la neutralité, il faut toujours se poser la question de l'objectif de la neutralité. Et on n'est pas neutre parce que ça nous fait plaisir d'être neutre, parce que c'est écrit dans notre charte du fonctionnaire. Non, on est neutre parce que ça nous permet de prendre en charge équitablement et également l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on est neutre. Et donc, pour moi, la neutralité, elle doit avoir ça comme objectif. Et si, pour pouvoir accomplir cet objectif, il faut peut-être dire quelque chose de nous, on ne demande pas d'en faire des caisses, mais s'il faut dire quelque chose de nous, de notre propre rapport aux religieux, etc., et que ça nous permet justement d'aller dans cet objectif-là, eh ben, je pense qu'il faut y aller les deux pieds devant. Je ne sais pas si on dit ça. Non. À pieds joints plutôt. Voilà, il faut y aller en courant. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Guillaume, tu avais peut-être d'autres choses à illustrer en matière de situation individuelle, d'accompagnement ? Oui, vraisemblablement, j'aurais d'autres exemples à donner, mais je ne sais pas si c'est ça qui est là aujourd'hui maintenant nécessaire. Par contre, je lisais un petit peu vos remarques. Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais je lisais notamment des interventions sur la nécessité d'étayer précocement les enfants, les jeunes, dès l'enfance, sur les valeurs de la République. C'est-à-dire bien au-delà de la question de la laïcité. Je donnais l'exemple de critiques de
de valeurs qui ne sont pas du registre de la laïcité, la question de la liberté, de l'égalité, des droits, et ainsi de suite. Donc il y a certainement un travail très précoce, mais au-delà du théorique, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est également pouvoir permettre aux enfants ce que c'est liberté ou l'égalité de traitement. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans bon nombre de familles. Avoir le droit d'exprimer un avis différent de celui qui doit être et qui est imposé. On le sait par notre activité clinique, par notre expérience de situation de radicalisation, on a bon nombre de familles où l'expression de pensées divergentes, qu'elles soient religieuses ou pas, ça peut être juste sur le choix du film, n'est pas tolérable. Je pense que faire l'expérience de la liberté d'expression et de comprendre que les valeurs de la République sont justement le droit d'exprimer des opinions différentes pourrait être une démarche éducative avec beaucoup plus d'effet et d'impact que l'apprentissage en gros de la loi et de la règle. Et le problème pour moi, c'est quand l'école elle-même empêche cette expression-là. Quand, et dans la famille et dans l'école, cette expression de la divergence est impossible, les mouvements radicaux deviennent à ce moment-là un refuge pour les jeunes. J'imagine que toi, tu dois, ou Geoffroy, ou que vous autres cliniciens, vous devez rencontrer ça. Ça répond à ce besoin-là. Je peux me permettre de réagir? Oui. Enfin, pour la maison des adolescents. Je vous en prie. Du coup, déjà merci pour le contenu. C'est très intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on aborde la question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très problématique pour nous. Alors moi, je suis éducateur de formation et on s'aperçoit que la laïcité, elle a eu le mérite de sectionner un peu le lien qui a pu exister entre l'enfance et la spiritualité dans sa globalité. Et on a des situations qui sont assez étonnantes dans le sens où on a des personnes angoissées par la fin de vie parce qu'ils ont un proche qui est en fin de vie et que du coup, on ne les autorise plus forcément à avoir des croyances par rapport à ce qu'il peut y avoir après la vie. C'était vachement rassurant de se dire qu'on pouvait aller au paradis ou pouvoir aller dans des endroits sympas. Et là, du coup, on s'aperçoit que finalement, la laïcité, elle a eu cet effet-là un peu bizarre d'interdire ce genre de choses. Alors, je parle de cas précis, je ne parle pas pour tout le monde. Il y a énormément de jeunes qui croient encore à des choses. Mais c'est vrai que dans certaines familles, on en est arrivé à croire, arrête de croire au paradis, c'est complètement grotesque, tu termineras dans un trou. Enfin voilà, je veux dire des trucs très, très difficiles à entendre. Et sous prétexte de laïcité et puis de loyauté républicaine. Voilà, merci. Oui, merci pour alors, bon, là, je ne vais pas faire de cours d'histoire des religions, mais on est effectivement en France, dans un des 10 pays, les 4 pays les plus athées et sécularisés du monde, ce qui amène les questions de spiritualité ou de rapport au divin ou au transcendant de manière générale, de manière tout à fait particulière et qui fait qu'on a, quand on discute avec des Américains, par exemple, toutes les peines du monde à se comprendre parce que le contexte social du religieux dans nos sociétés sont diamétralement opposés, quoi. Mais je sais pas, Guillaume, Geoffroy, si vous avez sur ces questions de spiritualité, de recherche spirituelle dans le contexte français, je vais pas dire athée, mais en tout cas relativement éloigné du religieux, si vous avez des situations, des choses autour de ça. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque? Tu as évoqué tout à l'heure la loi et la règle. Il me semble qu'il est très important de pouvoir amener à faire la différence entre la loi et la règle. La loi, elle est égale pour tous. La règle, c'est celle qu'une communauté se donne et qu'on accepte ou qu'on peut ne pas accepter et à laquelle on peut renoncer. Et je crois que ça me paraît important, notamment, et moi je sais que je prenais en général comme exemple la règle la plus terrible qui existe, c'est-à-dire la règle des bénédictins.
solitude, chasteté, pauvreté, etc., en montrant que c'est une règle, mais de laquelle on peut s'affranchir. Et la loi protège celui qui veut s'affranchir d'une règle imposée par une communauté. La communauté, ça peut être aussi la famille, hein, dans les relations de pouvoir ou de domination ou de violence de la famille. Mais il me semble que c'est important de pouvoir faire la différence entre la loi qui s'impose à tous et qui, en principe, protège. Alors, ils n'ont pas toujours le sentiment d'être protégés par la loi, on est bien d'accord. Enfin, en principe, c'est ça. Et puis, la règle qu'on peut accepter, mais dont on peut s'affranchir. Voilà. Ouais, oui, effectivement. Mais quand parfois même la loi est conçue comme injuste, hein, sans vouloir revenir encore une fois sur la loi de 2004, sur le port de signes religieux ostentatoires, elle est chez un certain nombre de jeunes conçue comme injuste parce que inégale, parce que ciblant une communauté particulière. Et donc ressortant pour eux peut-être plus de la règle. Donc c'est aussi un sujet complexe dans les relations éducatives. Là, je vois Fatih qui propose quelques réflexions sur la question de l'immigration et des mineurs non accompagnés. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Il y aura également Madame Brigitte Verdelet qui souhaitait prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis donc infirmière depuis 20 ans à l'Éducation nationale. J'ai commencé en éducation prioritaire Saint-Dizier. Et quand j'abordais la puberté, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment beaucoup d'ignorance, on va dire, sur les religions, parce que quand des questions se posaient, par exemple, sur la circoncision, je reprenais les trois grandes religions, on va dire, avec les édifices. Et il y a beaucoup de garçons et de filles qui disent « Ah, mais madame, je ne savais pas ça, c'est très intéressant. » Enfin, voilà, je pense qu'on a des biais éducatifs pour sensibiliser ou accrocher des jeunes. Et moi, je suis effarée qu'en début de collège, il y ait cette ignorance. Après, par rapport, on va dire, à cette parole, on va dire qui pas simplement à l'école, mais en dehors, je me posais la question, enfin, ou réfléchir à ce que c'était qu'une démocratie participative. Et donc, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, on va dire, ou de lieux où on n'a pas besoin d'être élu pour, on va dire, donner son avis, hein. Mais bon, par exemple, dans des associations ou des commissions communales, de CCAS, des choses comme ça, qui permettent, on va dire, de faire des choses ensemble avec nos différences. Voilà. Oui, je pense que vous donnez là, alors à la fois sur la première partie, hein, sur la question de l'ignorance vis-à-vis de la puberté ou en matière sexuelle, etc. Moi, je pense que c'est entre autres pour ça qu'il faut continuer de croire en la République et en ce qu'elle peut apporter en matière d'égalité sociale et de justice sociale. Je crois qu'il faut espérer que ça, voilà. Mais il faut qu'elle puisse être entendue. Et je crois que c'est là aujourd'hui le problème principal. Sur les instances de participation, je me sens un peu démuni pour réagir, mais sinon pour dire que je crois qu'on va aller dans les prochaines années vers effectivement un chamboulement profond de nos institutions républicaines, comme on le constate avec très récemment avec la commission climat, mais avec les citoyens tirés au sort, etc. Et je pense que ça va s'élargir et on va réinterroger le cadre
nos institutions, on ne va pas avoir le choix. Il suffit de voir le pourcentage d'abstention aux dernières municipales pour s'en convaincre. Vous m'entendez? Absolument. Bonjour, Judy Boudjelal. Je suis responsable secteur jeune au SARC à Charleville-Mézières. Je voulais aborder juste le point de vue de la neutralité dont vous abordez tout à l'heure. Vous considérez justement qu'il faudrait la rendre la moins indifférente possible, en tout cas, indifférenciée vis-à-vis des religions. Est-ce que j'ai eu une anecdote sur le partage de Facebook sur Kerry James pour toucher les jeunes. L'idée, c'est de pouvoir aussi aborder la musique qu'abordent les jeunes. Il parle de religion, mais sa manière d'aborder la religion, ça a été de dire je me battrai jusqu'au plus haut point pour défendre le port du voile, pourvu que ce port de voile soit consenti, soit pas imposé. Donc, et ça a fait polémique sur certaines personnes. Donc, comme si on faisait l'apologie du voile quelque part. Donc, ça, c'est des petites anecdotes. Et du coup, sur Facebook, c'est très vigilant parce que à la fois, on est associatif, on n'est pas neutre, on n'a pas ce principe de neutralité qui nous incombe, mais n'empêche qu'on signe des chartes de laïcité avec nos financeurs et nos acteurs, et qui est légitime, hein, et du coup, qui nous amène à avoir une certaine forme de neutralité. Je ne sais pas si je suis clair. C'est super clair et merci beaucoup pour votre témoignage parce que c'est quelque chose qui est, moi, qui m'inquiète un peu sur la deuxième partie de votre intervention, hein, on va dire, sur la pénétration de l'idée de neutralité, hein, dans le secteur associatif, qui pour moi est à l'encontre même de ce qu'est la laïcité, hein. C'est l'État qui doit être neutre et en aucun cas la société civile. Sinon, on perd complètement l'esprit de la laïcité. Hein. Pour moi, ça c'est important, mais effectivement, de plus en plus de financeurs, souvent pour se protéger, vont amener au fur et à mesure les institutions, les associations qu'elles financent à se rapprocher d'une certaine forme de neutralité qui n'est pas censée incomber à une association. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. L'affaire Babylou a fait beaucoup de mal à ce niveau-là, puisque suite à ça, on a beaucoup de parlementaires, des Badinter ou d'autres, qui ont pris des positions pour dire, voilà, il faudrait que les crèches soient neutres. Et ça, pour moi, ça serait terrible pour la diversité dans la République. Et pour ce que j'ai expliqué pendant 3 quarts d'heure avant. Sur votre exemple avec Kerry James, ben oui, de toute façon là, oui, voilà, laïcité, radicalisation, voile, hein, c'est de toute façon vous savez si vous publiez quoi que ce soit, vous commencez quoi que ce soit sur ce sujet, voilà, ça va fighter, on le sait tous. La question c'est comment est-ce que je fais pour ne pas polariser plus la situation qu'elle ne l'est? Moi, c'est là-dessus que je vous invite à réfléchir, c'est-à-dire quelle est la parole, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre en publiant, par exemple, ce post de Kerry James, et qu'est-ce que je produis en faisant ça? Est-ce que je n'alimente pas finalement une situation qui est déjà clivée? Est-ce qu'au final, la question qui est derrière, qui est celle de la liberté de conviction, n'est pas le truc le plus important et comment je peux le promouvoir? Voilà. Mais c'est quelque chose d'extrêmement délicat et les jeunes nous renvoient énormément là-dessus. Donc on est obligé quelque part de se positionner. Mais moi, toujours ce que j'essaye de dire, c'est voilà, comment est-ce que j'arrive à amener la réflexion sur un terrain qui n'est pas celui qui a été posé par les plus extrêmes, les Zemmour, etc.
Sur ce sujet, Bruno, on peut élargir, je reprends ton terme, élargir notre champ de discussion et d'observation au-delà de la question de la religion et de l'islam. Je pense que l'appartenance aux communautés d'origine, qui étaient à l'époque de 1905 les appartenances régionales, par exemple, peuvent également être concernées par la laïcité. Je voyais là des interventions écrites, alors je ne sais plus par qui, sur la recherche par certains jeunes d'un retour aux sources. C'est quelque chose que j'ai énormément entendu mais surtout mes parents, mes grands-parents entendus en Bretagne, le retour aux sources de la culture bretonne, de la langue, a pu conduire une frange faible, mais quand même une frange, à se radicaliser en passant par des mouvements extrémistes. Alors à l'époque de Vichy, qui était d'extrême droite, puis dans les années 70, des mouvements terroristes qui posaient des bombes. Et c'est là que la diversité de la culture, de l'apport d'associations, tu parlais des associations, permet peut-être de soutenir l'appartenance culturelle, une forme de retour aux sources de la culture au-delà du repli communautaire. Et c'est peut-être là-dessus, et tu avais peut-être quelque chose à en dire, Bruno, sur la question du séparatisme lors de l'intervention de Macron à Mulhouse il y a quelques mois. Hein. Séparatisme, communautarisme, comment on ferait la différence? Et juste pour terminer, je me dis que les jeunes gens qui ont des origines familiales diverses à travers le monde peuvent venir profiter d'un retour aux sources, mais peut-être à travers la diversité culturelle que seraient ces sources historiques et des origines familiales. Je parlais de la musique, de la langue, de la cuisine, de la religion, mais il y a peut-être bien d'autres choses qui peuvent être partagées et pas forcément mener à un séparatisme. Mais je voudrais bien avoir ton avis sur la question communautarisme-séparatisme. Ouais, je crois que c'est un webinaire en soi. Là, tu me lances sur un sujet sur lequel je travaille pas mal en ce moment. Bon, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'on élargit de plus en plus dans la politique publique de lutte et de prévention contre la radicalisation, on élargit de plus en plus. On a la laïcité et maintenant on a la lutte contre le séparatisme islamiste qui est un autre nom pour parler du communautarisme, pour moins cliver autour de ça. La République a beaucoup de mal à reconnaître la présence de communautés, ou plutôt, elle a beaucoup de mal à reconnaître l'appartenance à une communauté comme première. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est l'appartenance à la communauté des citoyens émancipés, libres, etc., qui après, dans un second temps, peuvent être bretons, alsaciens, etc. Et c'est vrai que cette peur du séparatisme est le ciment même de l'histoire de la France depuis la Révolution, mais même en fait depuis l'édit de Cottervillers, là, je vais demander à Pierre de me le rappeler, François Ier. Donc voilà, ça c'est le ciment. Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, merci Pierre. Donc c'est quelque chose qui est un impensé et qui est au fondement même de la République française et qui va être très compliqué de travailler à l'ère de la reconnaissance, à l'ère des communautés, à l'ère où chacun a envie d'être reconnu dans son individualité, dans la multiplicité de ses identités. Donc le modèle républicain propose un modèle qui est en crise, que certains aimeraient couler dans le marbre, et que pour moi, on doit faire fortement évoluer pour espérer avoir une société apaisée à l'avenir. Mais là, effectivement, on est sur des questions extrêmement sensibles. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire sur ce sujet-là, mais je vais m'arrêter à ces quelques réflexions parce que c'est énorme. Et je pense que les personnes qui nous écoutent commencent à fatiguer un peu.
Oui, il y a déjà un certain nombre de personnes qui nous ont quittés. Je pense que ce serait bien qu'on conclue. Je ne sais pas si vous avez prévu un petit mot de conclusion, Guillaume ou Bruno. En ce qui me concerne, je pense que ce sujet, on est loin, même si on l'a déjà abordé à plusieurs reprises, très loin de l'avoir épuisé parce qu'il est régulièrement remis sur les tables du débat et qu'à chaque événement, il y a de quoi le revisiter. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter. Peut-être en conclusion, j'ai cru lire dans les différentes remarques écrites que vous mettiez que globalement, ce qu'on a pu aujourd'hui, avec des points de vue différents, je pense qu'il faut le souligner, entre Bruno Michon, moi-même et puis vous, sans vous avoir parlé. Ça me paraît important de souligner que c'était une réflexion en cours, c'était des propositions de réflexion et que c'est en aucun cas une position dogmatique du réseau Virage. Et que vous voyez qu'on peut proposer parfois même des positions qui pourraient être divergentes. C'est pour ça que lors d'autres formations, comme vous avez pu le voir à Nancy, à Reims pour les dernières, on fait parfois intervenir des orateurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, sur la question de la laïcité et du communautarisme, du séparatisme, peut-être, Bruno, qu'on pourrait inviter quelqu'un qui aurait une vision un peu en décalé par rapport à la tienne. On y réfléchira peut-être pour un prochain webinaire. Je pensais Laurent Bouvet, mais on pourrait discuter. Ah non, pas Laurent Bouvet. Henri Peña-Ruiz à la limite, mais... À discuter. En tout cas, merci à tous. Je voudrais vous donner rendez-vous pour ceux qui sont intéressés pour notre prochain webinaire le 18 septembre. Je l'animerai avec une de nos collaboratrices qui est psychologue, Alice Dallène, psychologue pour le réseau Virage, psychologue également pour le Capri à Bordeaux. Et on parlera d'un tout autre sujet qui est la psychopathologie dans les parcours de radicalisation. Je vous remercie. À bientôt. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook qui est régulièrement alimentée par des petits posts et qui continuera à être alimentée cet été. Merci à vous tous et à vous toutes pour la belle discussion. Très bonne soirée à vous et très bon week-end. Merci. Au revoir, continuez bien. Au revoir, merci beaucoup.